Parfois, les personnes que le monde oublie sont celles qui ont encore le plus de force pour se battre. Et parfois, il faut une autre âme oubliée pour s'en rendre compte. Jonas Hall avait 62 ans lorsqu'il échangea ses 5 derniers dollars contre une cabane que tout le monde disait maudite. Il ne lui restait plus rien, hormis une mule, un fusil et de longues années d'errance. La cabane se dressait, isolée, près de Willow Creek, son toit affaissé et ses fenêtres sombres comme des yeux vides. Jonas s'attendait à trouver l'endroit désert. Au lieu de cela, il découvrit une femme dans un fauteuil roulant, près de l'âtre froid. Elle s'appelait Clara. On l'avait abandonnée là, livrée à elle-même pour survivre seule. Jonas allait-il partir, comme tous les autres avant lui, ou allait-il rester? Avant de poursuivre, dites-nous d'où vous nous écoutez. Et si cette histoire vous touche, assurez-vous d'être abonné, car demain, je vous réserve quelque chose de très spécial. La transaction prit moins de 5 minutes. Jonas se retrouva dehors, devant le bureau du notaire de Willow Creek, un bout de papier à la main attestant qu'il était propriétaire de quelque chose. La sensation était étrange. Pendant 30 ans, il n'avait rien possédé d'autre que ce qu'il pouvait porter sur son dos ou attacher à sa mule. Maintenant, il avait une cabane maudite, à en croire l'employé. « Vous êtes sûr de votre coup ?» lui avait demandé l'homme, le dévisageant avec un mélange de pitié et de curiosité. « Cet endroit a une histoire. Les gens n'y restent jamais longtemps. » Jonas s'était contenté de hocher la tête et avait fait glisser le billet de 5 dollars sur le comptoir. C'était tout ce qui lui restait après avoir vendu sa selle dans la dernière ville. Il avait gardé le fusil de son père et sa mule, une vieille jument têtue nommée Sadie, qui l'accompagnait depuis 12 ans. Tout le reste avait été vendu, perdu ou abandonné sur des pistes qui, à la longue, finissaient toutes par se ressembler. Les montagnes entourant Willow Creek se dressaient comme de vieilles sentinelles. Leur sommet était encore enneigé, bien que le printemps fût déjà bien avancé. Les pins recouvraient les pentes de vagues vert sombres et l'air était si pur qu'il en avait mal à la poitrine. Il avait grandi dans des montagnes comme celle-ci, dans le Colorado, à l'époque où il avait encore une femme, une fille, et une vie qui avait un sens. C'était avant que la fièvre ne frappe, avant qu'il ne les enterre toutes les deux la même semaine et n'abandonne tout ce qu'il avait construit. C'était en 1843. Nous étions maintenant en 1875. Et Jonas avait passé ses 32 années à errer, de ranch en ranch, de mine en mine, ne restant jamais assez longtemps pour retenir les noms des gens ou pour qu'ils se souviennent du sien. Mais à présent, il était las. Une fatigue qui lui rongeait les os, de celle que le sommeil ne guérit pas. Un matin, dans une pension de Silver City, il s'était regardé dans un miroir fêlé. L'homme qui lui renvoyait son regard avait une barbe blanche et des rides au coin des yeux qui racontaient des histoires qu'il ne voulait pas se remémorer. C'est là que Jonas avait décidé qu'il devait s'arrêter de bouger. Simplement s'arrêter. La cabane se trouvait à 5 kilomètres de la ville, au bout d'un sentier sinueux qui longeait un ruisseau. Le bruit de l'eau sur les pierres avait toujours apaisé Jonas, et il se sentit se détendre tandis que Sadie gravissait la pente. Les arbres y étaient denses, filtrant la lumière de l'après-midi en rayons dorés qui dansaient sur le sol de la forêt. Lorsque la cabane apparut, Jonas dut admettre qu'elle était en pire état qu'il ne l'avait imaginé. Le toit s'affaissait en son milieu, tel le dos d'un vieux cheval fourbu. Un volet pendait de travers, l'autre avait disparu.
Les marches du porche étaient trouées là où les planches avaient pourri. Mais la cheminée en pierre se tenait droite et les murs semblaient assez solides. Jonas mit pied à terre et attacha Sadie à un poteau qui paraissait assez robuste. La mule commença aussitôt à brouter l'herbe haute. Tout était envahi par la végétation. Des buissons de lilas poussaient à l'état sauvage le long d'un mur, et des lierres grimpaient comme pour ramener la structure tout entière à la terre. Il resta là un instant, à contempler la scène. C'était donc à lui, maintenant, cette cabane délabrée. L'idée aurait dû le déprimer, mais au lieu de cela, Jonas ressentit une sorte de soulagement. Au moins, c'était un endroit où s'arrêter. Le soleil déclinait vers les sommets, projetant de longues ombres dans la clairière. Jonas prit son sac de couchage et son fusil sur le dos de Sadie et se tourna vers la porte. C'est alors qu'il l'entendit. Un son si faible qu'il crut l'avoir imaginé. Un grincement, le craquement d'un bois fragile, un mouvement. Jonas se figea, sa main se portant instinctivement à son arme. Un animal peut-être, ou un squatteur. Il s'approcha lentement de la porte, le fusil prêt mais non pointé. La porte était fermée, mais pas verrouillée. Il la poussa du bout de sa botte, la laissant s'ouvrir en grand, tandis qu'il se tenait sur le côté. L'intérieur était sombre, éclairé seulement par la lumière qui filtrait par la porte et l'unique fenêtre. Ses yeux s'habituèrent lentement. Il y avait un âtre froid et noir, une table rustique mais solide, 2 chaises, un lit étroit contre un mur. Et là, dans un coin, près de la cheminée, quelque chose lui coupa le souffle. Une femme était assise dans un fauteuil roulant, fabriqué avec ce qui semblait être du vieux bois de tonneau et des roues de charrette. Elle était mince, très mince, ses cheveux sombres tirés en arrière sur un visage qui aurait pu être beau, s'il n'avait été si marqué par la peur et quelque chose de plus âpre encore. Ses mains agrippaient les bras de son fauteuil, les jointures blanches. Elle ne bougeait pas, ne parlait pas. Elle l'observait seulement avec des yeux vifs, effrayés et défiants à la fois. « Je ne veux pas d'ennui, » dit-elle enfin. Sa voix était ferme, malgré la peur dans son regard. Mais je ne vous faciliterai pas la tâche non plus. Jonas abaissa lentement son fusil, sans toutefois le lâcher. Madame, dit-il avec précaution, je crois qu'il y a un malentendu. Je viens d'acheter cet endroit. On m'a dit qu'il était vide. Ils ont menti, dit-elle simplement. Ou alors, ils ne se sont pas souciés de mentionner mon existence. La plupart des gens préfèrent faire comme si je n'étais pas là. Il y avait de l'amertume dans ces mots, mais aussi une sorte d'acceptation résignée qui serra le cœur de Jonas. Il avait déjà entendu cette tonalité autrefois dans sa propre voix. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-il, posant son fusil contre le mur. La femme l'observa un long moment, comme pour décider s'il méritait la vérité. « Clara, » dit-elle enfin, « Clara Byrne. Et avant que vous ne posiez la question, non, je n'ai nulle part où aller. » Jonas hocha lentement la tête. Il aurait pu s'en aller, reprendre le sentier, exiger qu'on lui rende ses 5 $. Mais quelque chose sur le visage de Clara le retint. Ce n'était ni la peur, ni le défi. C'était une force sous-jacente que Jonas reconnaissait pour l'avoir vue dans un miroir, il y a longtemps, le jour où il avait décidé de continuer à vivre, même sans en avoir vraiment envie. « Depuis combien de temps êtes-vous ici » demanda-t-il. « 5 ans, répondit Clara. « Depuis l'incendie. »
Elle n'en dit pas plus. Le silence s'installa entre eux, seulement troublé par le bruit du vent dans les pins. Je vais nous faire du café, dit finalement Clara, manœuvrant son fauteuil vers l'âtre avec une efficacité née de l'habitude. Ensuite, nous déciderons de la suite. Jonas la regarda allumer le feu. Il prit ses affaires, entra et referma la porte. Dehors, Sadie hennit doucement. Jonas Hall était venu dans cette montagne pour trouver un endroit où mourir en paix. Au lieu de cela, il avait trouvé Clara Byrne, et bien qu'il ne le sût pas encore, cette cabane à 5 $ était sur le point de lui apprendre que parfois, les meilleures choses de la vie naissent des pires circonstances, et qu'il n'est jamais trop tard pour trouver une raison de continuer à se battre. Le café était amer et fort, préparé avec des grains qui avaient visiblement servi plus d'une fois. Clara en versa dans 2 chopes en fer-blanc, en tendant une à Jonas. Il s'assit sur l'une des chaises, tandis que Clara positionnait son fauteuil en face de lui. Il regarda la cabane d'un œil nouveau. L'endroit était étonnamment propre. Le sol était balayé, les coins débarrassés de leur toile d'araignée. Sur des étagères, des bocaux de légumes et de fruits en conserve, des sacs de haricots secs et ce qui semblait être de la viande fumée. Ce n'était pas la demeure de quelqu'un qui se contentait de survivre, c'était celle de quelqu'un qui avait appris à vivre. « Vous avez été seul tout ce temps ?» demanda enfin Jonas. « La plupart du temps. Un garçon de la ville, Timothy, m'apporte des provisions parfois. Je le paie avec des conserves ou des travaux de couture. » Et votre famille? Le visage de Clara se durcit. Ils sont partis vers l'ouest, l'Oregon, il y a 5 ans, juste après l'incendie. Ils vous ont laissé ici. Je ne leur étais plus d'aucune utilité. Ils ont dit que je les ralentirais, que nous mourrions tous en route. Ils m'ont laissé 6 mois de provisions et la promesse de venir me chercher une fois installé. Elle eut un sourire sans joie. J'attends toujours cette lettre. Jonas sentit une colère sourde monter en lui. L'incendie, dit-il. C'est ce qui est arrivé à vos jambes. Les mains de Clara se crispèrent sur sa chope. Une poutre est tombée. Elle m'a broyé les jambes. Le médecin a dit que je ne remarcherai jamais. Je suis désolée. Elle haussa les épaules. C'était il y a longtemps. Mais Jonas vit bien que non. Il y avait dans son regard une blessure qui ne s'était jamais refermée. Je ne suis pas un cas de charité, monsieur Hall, dit Clara, le regardant droit dans les yeux. Appelez-moi Jonas. Je ne suis pas un cas de charité, Jonas. Je travaille pour ce que j'ai. J'ai survécu jusqu'à présent sans la pitié de personne, et je n'en ai pas besoin maintenant. Il y avait une fierté féroce et inflexible dans sa voix. Jonas respectait cela. Je ne vous offrais pas ma pitié, dit-il doucement. J'essayais seulement de comprendre. Et maintenant que vous comprenez, qu'allez-vous faire? M'ordonner de partir? Jonas secoua la tête. J'ai acheté cet endroit pour cesser de fuir, mais je ne suis pas du genre à chasser une femme qui a gagné le droit d'être ici bien plus que moi. Alors, que va-t-il se passer? Demanda Clara. Allons-nous partager cette cabane comme si c'était une pension de famille? Je ne sais pas encore, admit Jonas. J'y réfléchis. Dehors, la nuit était tombée. Le feu que Clara avait allumé projetait des ombres dansantes sur les murs de bois, et le café avait réchauffé Jonas de l'intérieur. Il se sentait plus alerte maintenant, plus présent qu'il ne l'avait été depuis des mois, peut-être des années. Tu peux prendre le lit, dit finalement Clara. J'y dors d'habitude,
mais je peux m'installer par terre, près du foyer. Pas question, dit Jonas fermement. J'ai dormi sur le sol plus de nuits que je ne peux en compter. Une de plus ne me fera pas de mal. Prends le lit. Clara sembla vouloir protester, mais quelque chose dans le ton de Jonas dut lui faire comprendre que c'était inutile. Au lieu de cela, elle fit rouler son fauteuil jusqu'au lit et, avec des gestes experts, se transféra sur le matelas. Jonas se tourna pour lui laisser de l'intimité, s'occupant à dérouler son sac de couchage près de l'âtre. Quand il se retourna, Clara était installée sous une courte pointe en patchwork, légèrement redressée par des coussins. Le fauteuil roulant se tenait, vide, à côté du lit, témoignage silencieux à la fois d'une contrainte et d'une adaptation. Jonas, dit Clara dans l'obscurité, sa voix maintenant plus douce. Pourquoi as-tu vraiment acheté cet endroit? Un homme ne dépense pas ses 5 derniers dollars pour une cabane que tout le monde dit maudite, à moins d'être désespéré ou de se ficher de ce qui peut lui arriver. Jonas s'allongea dans son sac de couchage, le regard fixé sur les poutres sombres du plafond. Peut-être un peu des deux, dit-il avec honnêteté. J'ai perdu ma femme et ma fille il y a 32 ans. La fièvre les a emportés la même semaine. Depuis, je n'ai fait que bouger, sans jamais rester assez longtemps au même endroit pour me souvenir pourquoi je partais. Je me suis réveillé il y a quelques semaines et j'ai réalisé que j'étais fatigué. Fatigué d'errer, fatigué de n'avoir aucun endroit à appeler chez moi, fatigué de n'importer à personne. Alors, tu es venu ici pour mourir? Dit Clara. Ce n'était pas une accusation, juste une observation. Je suis venu ici pour m'arrêter, corrigea Jonas. Il y a une différence, n'est-ce pas? Jonas y réfléchit. Je commence à penser que oui, peut-être. Clara resta silencieuse un long moment. Puis, si doucement qu'il faillit ne pas l'entendre, elle dit « Je suis contente que tu sois resté, au moins pour cette nuit. » Jonas ne répondit pas, mais quelque chose dans sa poitrine, quelque chose qu'il croyait mort et enterré avec sa famille, remua légèrement. Ce n'était pas exactement de l'espoir. C'était plus petit et plus fragile. Une possibilité peut-être. L'idée que le lendemain matin pourrait être différent de tous les hier qu'il portait en lui. Il ferma les yeux, écoutant le crépitement et le craquement du feu. Le vent dans les pins au dehors, le son de la respiration de Clara qui s'endormait lentement. Et pour la première fois depuis très longtemps, Jonas Hale dormit sans rêver de tombe. 2 semaines avant la date butoir de l'expulsion, Jonas et Clara avaient rassemblé une petite collection de documents qui pourraient les aider. Des lettres oblitérées, montrant que Clara avait reçu du courrier à l'adresse de la cabane depuis 5 ans. Des reçus du magasin général datant de juste après l'incendie. L'ancien avis d'imposition adressé à son père. Ce n'était pas grand-chose, mais le juge Whitfield avait dit que cela pourrait suffire s'il parvenait à trouver le troisième témoin. Le problème, c'est que tout le monde à Willow Creek travaillait pour Wade ou lui devait de l'argent. La peur poussait les gens à regarder ailleurs, et Jonas ne pouvait pas leur en vouloir. Un homme avec une famille à nourrir ne pouvait pas se permettre de perdre son travail pour une question de principe. Tout en essayant d'aider, Jonas avait commencé des améliorations visibles depuis le sentier. Une nouvelle clôture autour du potager, un nouveau calfeutrage sur les murs de la cabane, un abri à bois digne de ce nom, avec un toit en bardeaux. Si quelqu'un venait évaluer la propriété, il verrait des preuves claires d'occupation et d'entretien. Clara contribuait à sa manière. Elle commença à enseigner à Jonas les secrets de la terre. Quelles plantes étaient comestibles,
où les cerfs venaient boire à l'aube, et comment lire le ciel pour prédire le temps. Elle lui montra ses pièges et son système pour collecter l'eau de pluie. Elle lui apprit quels champignons étaient sûrs et lesquels pouvaient tuer un homme avant le coucher du soleil. Tu as construit quelque chose de remarquable ici, lui dit Jonas un après-midi, alors qu'ils préparaient ensemble des légumes pour les conserves. La plupart des gens, avec tous leurs membres fonctionnels, n'auraient pas survécu à ce que tu as traversé. Les mains de Clara ne s'arrêtèrent pas de travailler. Je n'avais pas le choix. Survivre ou mourir. C'étaient mes options. J'ai choisi de survivre. C'était plus que ça. Tu as choisi de vivre. Avec dignité. C'est différent. Clara le regarda, et quelque chose passa entre eux, une compréhension plus profonde que les mots. Jonas la sentit s'installer dans sa poitrine, chaude et inattendue. Il était en train de tomber amoureux de cette femme. Pas parce qu'elle avait besoin d'être sauvée, mais précisément parce qu'elle n'en avait pas besoin. Pas parce qu'elle était sans défense, mais parce qu'elle était forte, d'une manière qui faisait paraître sa propre force bien simple en comparaison. Il n'avait rien prévu de tel. Il n'en voulait pas, en fait. L'amour signifiait la vulnérabilité, et la vulnérabilité signifiait la douleur, quand on vous l'arrachait. Il avait appris cette leçon 32 ans plus tôt, et avait passé des décennies à s'assurer de ne jamais avoir à la réapprendre. Mais voilà qu'elle était là de nouveau, tenace et indéniable, grandissant dans les espaces entre leurs conversations et les silences confortables qu'ils partageaient en travaillant côte à côte. Jonas transportait du bois coupé vers l'abri quand il entendit un bruit de sabots approcher. Il se redressa, la main se déplaçant vers le fusil qu'il gardait désormais à portée. 3 cavaliers émergèrent des arbres. Des hommes à l'allure rude, avec le genre de regard qui disait qu'ils avaient fait des choses dont ils n'étaient pas fiers et qu'ils avaient cessé de s'en soucier. L'homme en tête avait de larges épaules et une cicatrice qui courait de son œil gauche jusqu'au menton. Il montait son cheval comme un homme qui savait user de la violence et n'en avait pas peur. « Vous devez être Hale, dit l'homme. Sa voix était rauque, comme du gravier dans un seau. Ça dépend de qui demande. Je m'appelle Dutch Keller. Je suis le contremaître de Monsieur Wade. Dutch cracha un jet de jus de tabac sur le sol. Monsieur Wade m'envoie vous délivrer un message. J'ai déjà reçu le message de son avocat, l'avis d'expulsion. Ça, c'était le message poli. Celui-ci est d'un autre genre. Dutch se pencha en avant sur sa selle. Monsieur Wade est un homme patient, mais sa patience a des limites. Il a appris que vous faisiez des améliorations sur sa propriété. Il a appris que vous parliez aux gens en ville, que vous posiez des questions. Il n'aime pas ça. Jonas déposa le bois qu'il portait. Le statut légal de cette propriété est en question. Jusqu'à ce qu'un juge en décide autrement, je ferai ce qui doit être fait. Dutch sourit, mais sans la moindre trace d'humour. Vous voyez, c'est là que vous vous trompez. Il n'y a aucun doute sur le statut légal. Monsieur Wade est propriétaire de cette terre. Il a l'acte de vente, signé et enregistré. Ce que vous faites s'appelle une violation de propriété. Et ce que vous faites à sa propriété, ça s'appelle du vandalisme. Monsieur Wade pourrait demander au shérif de vous faire arrêter sur le champ s'il le voulait. Alors pourquoi ne le fait-il pas?
parce qu'il vous donne une chance d'être intelligent. Prenez la femme et partez. Monsieur Wade vous donnera même 100 dollars pour votre peine, le double de ce qu'il a offert avant. C'est généreux, vu que vous n'avez aucun droit. Et si nous n'acceptons pas votre offre généreuse? Le sourire de Dutch disparut. Alors, des accidents commencent à se produire. Les feux peuvent être traîtres dans ces montagnes. Les chutes d'arbres aussi. Un homme qui travaille seul dans les bois, n'importe quoi peut lui arriver. Et une femme seule dans un fauteuil roulant? Eh bien, c'est dangereux, n'est-ce pas? Jonas sentit la colère monter dans sa poitrine, chaude et familière. Il l'avait déjà ressenti, des années auparavant, quand des hommes puissants menaçaient des gens qui ne pouvaient pas se défendre. Il s'était détourné de ces combats, se disant que ce n'était pas son problème. Mais il n'allait pas se détourner de celui-ci. Vous êtes en train de nous menacer? Demanda Jonas calmement. Je vous explique la réalité, dit Dutch. Monsieur Wade obtient ce qu'il veut. Il l'a toujours obtenu. Il l'obtiendra toujours. Vous n'êtes qu'un vieil obstacle sur son chemin. Vous pouvez vous écarter ou vous faire écraser. Le choix vous appartient. Jonas fit un pas vers le cheval de Dutch. Les deux autres cavaliers se tendirent, leurs mains se déplaçant vers les armes à leur ceinture. Mais Jonas resta concentré sur Dutch. Retournez voir votre monsieur Wade et dites-lui une chose de ma part, dit Jonas d'une voix ferme et glaciale. Dites-lui que nous ne partons pas. Dites-lui que nous allons contester son expulsion au tribunal et que nous allons faire assez de bruit pour que tout le territoire sache quel genre d'homme il est vraiment. Dites-lui que si quelqu'un est blessé, si cette cabane brûle, si Clara Hara est menacée, ou si quoi que ce soit d'anormal se produit, je ferai de ma mission personnelle de le lui faire payer. Je n'ai rien à perdre, et ça me rend plus dangereux qu'il ne peut l'imaginer. Dutch étudia Jonas un long moment. Puis il rit, un son rauque et sec. Vous avez du cran, je vous l'accorde. Mais le cran n'arrête pas les balles, le vieux. Souvenez-vous-en quand les choses tourneront mal. Il fit tourner son cheval, et les trois hommes repartirent sur le sentier, disparaissant parmi les arbres. Jonas resta là un instant, le cœur battant à tout rompre, les poings serrés. Il s'était fait un ennemi aujourd'hui, un ennemi puissant et dangereux. La porte s'ouvrit derrière lui et Clara Hara fit rouler son fauteuil sur le porche. J'ai entendu, dit-elle. Jonas, peut-être qu'ils ont raison. Peut-être qu'on devrait juste. Non, dit Jonas fermement. Il se tourna pour lui faire face. Je ne les laisserai pas nous chasser avec des menaces. C'est sur ça que Wade compte, que les gens auront trop peur pour lui tenir tête. Eh bien, je n'ai pas peur, ni de Dutch Keller, ni de Garrett Wade. Tu devrais, dit doucement Clara Hara. S'ils disent que des accidents vont arriver, alors nous serons prudents. Nous resterons sur nos gardes, mais nous ne fuirons pas. Jonas monta les marches du porche et s'agenouilla devant son fauteuil, prenant ses mains dans les siennes. Clara Hara, j'ai passé 30 ans à fuir tout ce qui était important. Je ne fuirai plus. Pas ça. Pas toi. Les yeux de Clara Hara cherchèrent son visage. Moi. Jonas réalisa ce qu'il avait dit, mais il ne revint pas en arrière. Ces dernières semaines, à travailler ensemble, à parler ensemble, je me suis senti plus vivant que je ne l'ai été depuis la mort de ma femme.
Tu m'as rappelé que la vie peut être plus que simplement survivre à une journée. Je ne sais pas ce qui arrivera à la fin de tout ça, mais je sais que je veux le traverser avec toi. Et ça veut dire se battre pour cet endroit, parce que cet endroit est à toi. Les yeux de Clara Hara s'emplirent de larmes. Elle serra ses mains. Je l'ai senti aussi, murmura-t-elle. Je me suis dit que j'étais stupide, que tu n'étais qu'un homme bon faisant une bonne action, et que je ne devais pas y voir plus. Mais Jonas, je... Elle s'interrompit, déglutie. Il y a si longtemps que je ne m'étais pas autorisé à espérer des choses comme ça. Alors, espère, dit Jonas. Espère que nous allons gagner ce combat. Espère que nous allons construire quelque chose qui vaut la peine d'être gardé. Espère que peut-être deux personnes qui ont été seules trop longtemps se sont trouvées au moment où elles en avaient le plus besoin. Il se pencha et l'embrassa doucement, avec hésitation, lui laissant le temps de se reculer si elle le voulait. Mais Clara Hara ne se recula pas. Elle répondit à son baiser, posant ses mains sur son visage, et pendant un instant, la menace d'expulsion et de violence s'effaça à l'arrière-plan. Quand ils se séparèrent enfin, Clara Hara pleurait et souriait en même temps. Tu es un homme étrange, Jonas Hale, dit-elle. Débarquer dans ma vie comme ça, me faire croire que les choses peuvent vraiment bien tourner. Peut-être qu'elles le feront, dit Jonas. Et si ce n'est pas le cas, au moins nous aurons essayé ensemble. Ce soir-là, alors qu'ils étaient assis près du feu après le dîner, Clara Hara demanda à Jonas de lui apporter quelque chose depuis le coffre. Il en sortit une petite boîte en bois, marquée par le feu mais intacte. Clara Hara l'ouvrit avec précaution et en sortit une boîte à musique en laiton et en bois, cabossée et noircie par endroits, mais toujours fonctionnelle. C'était à ma mère, dit Clara Hara. Elle la remonta et une mélodie remplit la cabane. Une mélodie envoûtante et belle, un peu fausse à cause des dommages, mais toujours reconnaissable. C'est la seule chose que j'ai pu sauver de l'incendie. Tout le reste a brûlé. Jonas écouta la musique, regardant les doigts de Clara Hara tracer les bords brûlés de la boîte. Mon père l'avait offerte à ma mère le jour de leur mariage, continua Clara Hara. Elle la jouait chaque soir avant de s'endormir. Après sa mort dans l'incendie, je l'ai gardée parce qu'elle me rappelait que les belles choses peuvent survivre même quand tout brûle autour. Tu as survécu, dit Jonas doucement. Oui, mais parfois, je me demande si j'ai vraiment vécu ou si j'ai seulement existé. Clara Hara le regarda. Jusqu'à ce que tu arrives, jusqu'à ce que quelqu'un me voie enfin comme plus que la femme estropiée dans la cabane que tout le monde a oubliée. Jonas s'assit à côté d'elle et lui prit la main. Tu es bien plus que ça. Tu es la personne la plus forte que j'ai jamais rencontrée. Ils restèrent assis ensemble, tandis que la boîte à musique jouait, sa mélodie s'éteignant lentement dans le silence. Dehors, la nuit tombait sur les montagnes, apportant le froid, l'obscurité et le hurlement lointain d'un coyote. Mais, à l'intérieur de la cabane, il y avait de la chaleur, de l'espoir, et le début de quelque chose qu'aucun d'eux ne pensait retrouver un jour. Le lendemain matin, une nouvelle qui allait tout changer arriva. Timothy déboula de bonne heure, essoufflé d'avoir couru sur le sentier. Monsieur Hale, Madame Clara, cria-t-il avant même d'atteindre le porche. Il s'est passé quelque chose en ville, quelque chose de terrible. Jonas sortit de la remise où il affûtait des outils. Du calme, fiston. Qu'est-ce qui se passe?
Timothy se pencha, les mains sur les genoux, pour reprendre son souffle. Il y a eu un éboulement à la mine Colline, la nuit dernière. Une partie du puits principal s'est effondrée. 3 hommes sont coincés, dont mon père, dit le garçon, haletant. Est-ce qu'il est? Commença Clara. On ne sait pas encore. Ils essaient de les secourir, mais, Monsieur Wade, le visage de Timothy se tordit de rage. Monsieur Wade refuse de demander de l'aide aux autres mines. Il dit que ça coûterait trop cher, que ça arrêterait la production trop longtemps. Il n'a mis que 6 hommes à creuser alors qu'il en faudrait 20. Jonas sentit la colère monter en lui, une rage froide et déterminée. Où se trouve cette mine? À Northridge, à environ 8 kilomètres par la route du canyon. Jonas était déjà en mouvement, saisissant son fusil et un rouleau de corde dans la remise. J'y vais. Jonas, attends! L'appela Clara. Si les hommes de la WDE sont là-bas, peu m'importe qui est là-bas. Des hommes sont piégés sous terre. C'est tout ce qui compte. Il se tourna vers Timothy. Reste ici avec Clara. Monte la garde. Si quelqu'un approche, n'importe qui, tu tires 3 coups avec ce pistolet. Il tendit au garçon un vieux revolver qu'il gardait dans son sac. Tu peux le faire? Timothy hocha la tête, le visage pâle mais résolu. Jonas sella Sadie et galopa en direction de la mine, suivant les indications de Timothy sur un terrain de plus en plus accidenté. Il entendit la mine avant de la voir. Le son des cris d'hommes, des pioches heurtant la roche, du bois qui craquait sous la tension. L'entrée de la mine Colline était une gueule noire béante à flanc de montagne, soutenue par des poutres qui semblaient bien trop vieilles. Dehors, 6 hommes travaillaient par roulement, 2 creusant pendant que 4 se reposaient. Ils étaient épuisés, le visage couvert de poussière de roche, les mains en sang. Dodge Keller se tenait à l'écart, observant la scène. Quand il vit Jonas, son visage se durcit. « Qu'est-ce que tu fiches ici? »« Je suis venu aider, » dit simplement Jonas. Il mit pied à terre et se dirigea vers l'entrée de la mine. Dodge se posta devant lui. « On n'a pas besoin de ton aide. » Jonas regarda par-dessus son épaule les hommes qui creusaient, leur fatigue, la lenteur de leur progression. Ces hommes, si, depuis combien de temps sont-ils coincés? 12 heures. Et si tu crois que Wade va te remercier de t'être pointé? Je me fiche de ce que pense Wade, le coupa Jonas. Ce qui m'importe, c'est de sortir ces hommes de là vivants. Il bouscula Dutch et s'approcha du chantier. Les hommes le regardèrent avec un mélange de méfiance et d'espoir désespéré. J'ai déjà travaillé dans des mines, dit Jonas. Colorado, Nevada. Je m'y connais en étaiement et en éboulement. Laissez-moi vous aider. L'un des hommes, plus âgé et à la barbe grise, hocha la tête. On a bien besoin d'un coup de main. Wade ne nous a donné que 6 hommes en nous disant de nous débrouiller. Jonas retira sa chemise et saisit une pioche. Le labeur était éreintant. Balancer l'outil jusqu'à ce que les épaules brûlent, charrier des roches et du bois, tout en craignant à chaque instant que le puits instable ne s'effondre davantage. Mais Jonas travailla aux côtés des mineurs sans se plaindre, et peu à peu, ils commencèrent à l'accepter. Dutch observait de loin une expression indéchiffrable sur le visage. Jonas savait qu'il envoyait probablement un message à Wade, mais il s'en moquait. Pour l'instant, seul comptait le son des pioches contre la roche et l'espoir d'atteindre les hommes avant qu'il ne soit trop tard. Alors que le soleil approchait de son zénith, ils réussirent à percer une ouverture. Une clameur s'éleva quand l'air frais s'engouffra dans la section effondrée.
Les 3 hommes étaient vivants, blessés, mais vivants. Le père de Timothy était parmi eux, la jambe cassée, mais le moral intact. Alors qu'on ramenait les hommes à la lumière du jour, Jonas aperçut une nouvelle silhouette. Un homme bien habillé, monté sur un cheval de prix, qui observait la scène d'un regard calculateur. Ce devait être Gareth Wade en personne. Il était plus jeune que Jonas ne l'imaginait, peut-être 50 ans, les tempes grisonnantes et cette assurance de ceux qui n'ont jamais entendu le mot non. Il examina la scène avec la froideur d'un homme qui évalue une propriété, pas des vies. Ses yeux se posèrent sur Jonas, et une lueur de reconnaissance traversa son visage. Puis, il eut un sourire, froid et tranchant comme une lame. Les lignes de front étaient tracées, et Gareth Wade venait de voir pour la première fois l'homme qui refusait de plier. 3 jours avant l'audience d'expulsion, Jonas réparait une planche vermoulue sur le porche quand il entendit un son qui n'avait rien à faire là. Un craquement sec, suivi du gémissement du bois sous tension. Il leva les yeux juste à temps pour voir la planche sur laquelle il se tenait céder, le précipitant dans le vide sous le porche. Une douleur fulgurante lui traversa la cheville gauche. Jonas ravala un juron et tenta de se dégager, mais la planche avait coincé son pied dans une position anormale. Quand il essaya de bouger, une agonie pure remonta le long de sa jambe. Jonas? La voix de Clara venait de l'intérieur. C'était quoi ce bruit? Reste à l'intérieur! Cria Jonas, s'efforçant de garder une voix ferme. Ça va, j'ai juste... Mais ça n'allait pas. Il voyait distinctement l'endroit où la planche avait été sciée. Pas entièrement, mais assez pour la fragiliser. Ce n'était pas un accident. C'était Dutch Keller, qui mettait les menaces de la WDE à exécution. Clara apparut sur le seuil. Voyant Jonas piégé, son visage blêmit. « Ne bouge pas. Je vais bien, Clara, ne... » Mais elle se laissait déjà glisser de son fauteuil roulant sur le plancher, puis jusqu'au bord du porche. Avec des gestes affûtés par 5 ans d'adaptation, elle descendit les marches à la force des bras, rampant sur le sol jusqu'à l'endroit où Jonas était coincé. « Montre-moi où tu as mal, » dit-elle. « Sérieusement? Ma cheville est coincée. » Jonas tenta de nouveau de se libérer, et cette fois, il ne put retenir un grognement de douleur. Clara examina la situation, ses mains se déplaçant avec une rapidité compétente. « La planche bloque ton pied. Il faut que je la soulève pendant que tu tires en arrière. Prêt? » « Tu n'y arriveras pas. » J'ai dit « Es-tu prêt? » Sa voix était ferme, concentrée. C'était la femme qui avait survécu 5 ans seule. Et Jonas se souvint soudain que la survie exigeait plus que d'attendre de l'aide. « Prêt, » dit-il. Clara se prépara et souleva la planche avec des bras que des années passées à pousser son fauteuil, à transporter de l'eau, à couper des légumes, avaient rendu puissant. La planche se souleva juste assez. Jonas dégagea son pied et attrapa aussitôt Clara pour la stabiliser alors qu'elle perdait l'équilibre. Ils se retrouvèrent tous les deux au sol, à bout de souffle. La cheville de Jonas était lancinante, mais il pouvait bouger ses orteils. C'était une grosse entorse, pas une fracture. « Cette planche a été sciée, » dit Clara en l'examinant. « Quelqu'un a fait ça exprès. C'est un autre message de Wade. » Jonas essaya de se relever, mais une douleur aiguë lui traversa la cheville. « Bon sang, il faut immobiliser ça et aller chercher de la glace au ruisseau. » Clara rampait déjà vers la cabane.
Et il faudra être plus prudent. S'ils sont prêts à saboter le porche, ils essayeront autre chose. Jonas la regarda remonter les marches en utilisant uniquement ses bras, ses jambes inutiles traînant derrière elle, et il sentit une fierté féroce mêlée de colère. Elle ne devrait pas avoir à se battre comme ça. Aucun d'eux ne le devrait. Mais Wade avait clairement fait savoir qu'il utiliserait tous les moyens nécessaires pour les chasser de cette terre. Avec l'aide de Clara, Jonas banda sa cheville et la suréleva. L'enflure était sévère, et il savait que sa mobilité serait réduite pour plusieurs jours, juste avant l'audience. Un timing bien commode pour Wade. Cette nuit-là, alors que Jonas était allongé dans son sac de couchage, la cheville lancinante l'empêchant de dormir, il remarqua que Clara était éveillée elle aussi. Elle était assise dans son fauteuil, près de la fenêtre, et regardait la forêt baignée de lune. « Tu n'arrives pas à dormir ?» demanda-t-il. Clara se tourna vers lui. « Je pense à l'audience, à ce qu'on va dire, comment on va convaincre le juge que je mérite de rester ici. Et puis je pense aux hommes de Wade qui sabotent le porche, et je me demande ce qu'ils pourraient faire d'autre d'ici là. On sera prudent. On montera la garde. Le père de Timothy et les autres mineurs ont dit qu'ils passeraient nous voir tous les jours. Ce n'est pas suffisant? » Clara s'approcha dans son fauteuil. « Jonas, je dois te dire quelque chose à propos de l'incendie. » Jonas se redressa sur un coude, ignorant la douleur à sa cheville. « Quoi donc? Je t'ai dit que mon frère Daniel s'en était pris à moi après l'incendie, que ma famille m'avait abandonné. Mais je ne t'ai pas tout dit. L'incendie n'était pas un accident. C'est Daniel qui l'a provoqué. » Jonas sentit son sang se glacer. « Quoi? » Il était ivre. Lui et ma mère s'étaient disputés plus tôt dans la soirée à propos d'argent, de ses dettes de jeu. Il était parti en claquant la porte. Il est revenu des heures plus tard, encore plus saoul. Je l'ai vu depuis ma fenêtre. Je l'ai vu jeter quelque chose contre le mur de la cabane. Au début, je n'ai pas compris ce que c'était. Puis, j'ai senti l'odeur du kérosène. La voix de Clara tremblait. Le temps que je réalise ce qui se passait, le mur était déjà en feu. J'ai essayé de réveiller tout le monde, mais les flammes se sont propagées si vite. Ma mère est retournée à l'intérieur pour chercher quelque chose. Je n'ai jamais su quoi. Sa voix se brisa. Ensuite, Daniel m'a tiré dehors. Il pleurait. Il disait qu'il était désolé, qu'il ne voulait blesser personne. Mais ma mère était morte, mes jambes étaient broyées, et toute notre vie était en cendres. Ton père le savait? Il s'en doutait. On n'en a jamais parlé, mais je crois que c'est pour ça qu'il ne supportait plus de me regarder. Parce que je savais. Parce qu'à chaque fois qu'il me voyait, il voyait ce que Daniel avait fait, et il ne pouvait pas l'affronter. Alors, quand Wade leur a offert une porte de sortie, un moyen de tout recommencer ailleurs, loin du souvenir de cette nuit, ils ont accepté. Tous, même Daniel. Jonas s'assit à côté d'elle, grimaçant sous la douleur. « Pourquoi n'as-tu jamais rien dit à personne? Daniel aurait dû répondre de ses actes. » « Parce que c'était mon frère, parce que malgré tout, je n'ai pas pu. » La voix de Clara se durcit. « Non, c'est un mensonge. J'aurais pu, j'aurais dû. Je n'ai rien dit parce que j'avais peur. Peur que mon père me déteste encore plus, que tout le monde me reproche d'avoir achevé de détruire la famille. » Elle regarda Jonas, les yeux pleins d'une douleur ancienne et d'une nouvelle détermination. « Mais j'en ai assez d'avoir peur.
Assez de protéger des gens qui m'ont fait du mal. Demain, j'irai voir le juge Whitfield et je lui raconterai tout. Sur l'incendie, sur Daniel, sur la façon dont Wade a payé ma famille pour m'abandonner ici. Parce que si nous devons nous battre, nous nous battrons avec toute la vérité. Jonas lui prit la main. Ce sera difficile d'admettre tout ça en public. Je sais, mais tu avais raison. Les batailles les plus dures sont celles qu'on mène contre les voix dans nos têtes. Ça fait 5 ans que je laisse la honte et la peur me contrôler. Il est temps que ça cesse. Le lendemain matin, malgré sa cheville blessée, Jonas sella Sadie et aida Clara à monter sur la mule derrière lui. Ils chevauchèrent lentement jusqu'à la ville et se rendirent directement à la petite étude du juge Whitfield. Le vieux juge écouta toute l'histoire de Clara sans l'interrompre. Quand elle eut fini, il se renversa sur sa chaise, l'air pensif. Cela change tout, dit-il enfin. Si nous pouvons prouver que votre famille vous a abandonné ici, dans le cadre d'un accord avec Wade, et si nous pouvons démontrer que vous avez maintenu une résidence continue pendant que Wade ignorait la propriété, notre dossier est bien plus solide que je ne le pensais. Mais il nous faut encore prouver que Wade savait que vous étiez là, qu'il vous a délibérément laissé pour morte, ou du moins à votre sort. Le juge Whitfield sortit un document d'une pile sur son bureau. J'ai fait quelques recherches. Wade a acheté cette propriété et 5 autres lors de la même vente aux enchères. Il a pris possession des 5 autres immédiatement, engagé des hommes pour les défricher, posté des avis. Mais sur cette propriété, il n'a rien fait. Pendant 5 ans, rien. Cela suggère qu'il savait que quelqu'un y vivait. Pourquoi aurait-il attendu si longtemps pour vous expulser? Demanda Jonas. Parce qu'il n'avait pas encore besoin du terrain, répondit le juge. Ses plans pour le chemin de fer sont récents, ils datent des 6 derniers mois. Avant ça, ce n'était qu'une parcelle de plus dans sa collection. Mais maintenant que le chemin de fer arrive, chaque lopin de terre sur son tracé est crucial. Il ne peut pas se permettre d'avoir une squatteuse, surtout une qui pourrait bloquer son chemin avec un procès. Le juge regarda Clara. Si vous êtes prête à témoigner de tout, l'incendie, l'accord de votre famille avec Wade, vos 5 années de survie, nous pouvons lui rendre la vie très désagréable. Nous pouvons le forcer à admettre qu'il vous a sciemment abandonné sur une propriété qui lui appartenait, qu'il a profité de la cruauté de votre famille. Ce ne sera pas facile, et ce sera douloureux, mais cela pourrait suffire à gagner. Clara releva le menton. Je le ferai, quoi qu'il en coûte. En sortant de l'étude du juge, Jonas remarqua que quelqu'un les observait de l'autre côté de la rue. Dutch Keller était adossé à un poteau, son regard froid et calculateur. Il les avait vus arriver. Il savait qu'ils avaient rencontré le juge. Wade serait au courant avant le coucher du soleil. L'attaque eut lieu cette nuit-là. Jonas fut réveillé par un bruit de verre brisé. Il empoigna son fusil et roula sur le côté pour se relever, sa cheville blessée hurlant de douleur. Les flammes léchaient déjà la paroi extérieure, là où quelqu'un avait jeté une torche par la fenêtre. « Clara !» cria Jonas en se précipitant vers son lit. Elle était déjà réveillée, se hissant dans son fauteuil roulant avec une rapidité frénétique. « La porte !» haleta-t-elle. « Il faut sortir !» Mais lorsque Jonas actionna la poignée, celle-ci refusa de bouger. Quelqu'un l'avait barricadée de l'extérieur. Ils étaient piégés. Le feu se propageait avec une vitesse effrayante, un sinistre écho à l'incendie qui, 5 ans plus tôt, avait emporté la mère de Clara et l'usage de ses jambes. La fenêtre de derrière, balbutia Jonas, suffoquant dans la fumée qui envahissait la cabane.
Tu peux passer? Je ne sais pas, Jonas, ta cheville. Il ne lui laissa pas le temps de discuter. La poussant jusqu'à la fenêtre du fond, il brisa le reste de la vitre avec la crosse de son fusil et la souleva de son fauteuil. Elle était plus légère qu'il ne l'avait imaginé, fragilisée par 5 années de privation. Pourtant, elle se débattit. Et la malle? Cria-t-elle. Les affaires de ma mère? Pas le temps. Jonas la fit passer par l'ouverture, la déposant aussi doucement que possible sur le sol à l'extérieur. Puis, il attrapa ce qu'il put, son fusil, la sacoche en cuir contenant leurs papiers, la boîte à musique de sa mère, déjà marquée par le premier incendie, et jeta le tout par la fenêtre avant de s'extirper à son tour. Sa cheville céda sous son poids lorsqu'il toucha le sol, et il s'effondra lourdement. Clara rampait déjà loin de la cabane, se tractant sur le sol à la force de ses bras. Jonas agrippa le dos de sa chemise de nuit et l'aida à s'éloigner du bâtiment en flammes. Ils atteignirent la lisière des arbres au moment où le toit s'effondra, projetant une gerbe d'étincelles dans le ciel nocturne. Jonas serra Clara dans ses bras, tandis qu'elle pleurait. Sur la cabane, sur les affaires de sa mère, perdue pour la seconde fois, sur tout ce pourquoi il s'était battu et qui partait maintenant en fumée. « Je suis désolé, dit Jonas, la voix rauque de fumée et d'émotion. Tellement désolé. Ce n'est pas ta faute, répondit Clara, la voix brisée. C'est Wade. Ça a toujours été Wade. Ils restèrent là, à regarder la cabane brûler, à écouter le crépitement et le rugissement des flammes voraces, jusqu'à ce que le bruit de chevaux au galop ne leur parvienne. Jonas se tendit, levant son fusil. Mais c'était Marcus Brennan et 3 autres mineurs qui arrivaient. « On a vu la fumée » lança Marcus en mettant pied à terre. « Vous allez bien tous les deux ?»« On est en vie, » répondit Jonas. « Mais tout le reste. » « Ne vous souciez pas de la cabane, il faut vous mettre en sécurité. » Marcus et un autre mineur soulevèrent Clara avec précaution. « Vous restez chez moi cette nuit, tous les deux. On verra le reste demain. » Alors qu'ils s'éloignaient, Jonas montait derrière Marcus et Clara avec un autre mineur. Il jeta un dernier regard aux flammes qui consumaient l'endroit qu'ils avaient tant lutté pour sauver. Wade avait joué sa carte. Il avait tenté de les brûler vifs, espérant sans doute faire passer cela pour un accident, espérant qu'ils seraient trop effrayés ou trop blessés pour continuer le combat. Mais quand Jonas sentit la main de Clara trouver la sienne dans l'obscurité, quand il vit la détermination qui brûlait encore dans ses yeux malgré les larmes, il sut que Wade avait mal calculé. Il n'allait pas abandonner. Il ne faisait que commencer. Et maintenant, avec une tentative d'incendie criminel ajoutée à leur dossier, et des témoins les ayant vus fuir les flammes, leur cause était devenue bien plus solide. Wade avait voulu mettre fin à cette lutte. Au lieu de cela, il leur avait donné les munitions dont ils avaient besoin pour la gagner. L'audience devait avoir lieu dans 2 jours, et Jonas Hale comptait bien faire en sorte que Garrett Wade regrette chacune de ses menaces, chacune de ses cruautés. Le combat n'était pas terminé. Il ne faisait que commencer. La salle paroissiale, qui faisait office de tribunal, était bondée à leur arrivée. La nouvelle de l'audience s'était répandue dans tout Willow Creek, et il semblait que la moitié de la ville était venue assister. Jonas aida Clara à descendre de la charrette et à s'installer dans un fauteuil roulant de près, le sien, fabriqué à la main, ayant péri dans l'incendie. Vêtue d'une robe de Sarah, elle gardait la tête haute. Jonas pouvait voir la tension dans ses épaules, mais son port était digne.
Garrett Wade était assis au premier rang avec son avocat Silas Crane et deux autres hommes de loi que Jonas ne connaissait pas. Wade semblait confiant, presque ennuyé, comme si cette audience n'était qu'un désagrément mineur sur le chemin d'affaires plus importante. Quand son regard croisa celui de Jonas, il afficha un sourire froid, certain de sa victoire. Le juge Morrison était un homme à l'air sévère, la soixantaine, les cheveux grisonnants et des yeux qui ne laissaient rien passer. Il rappela la cour à l'ordre et demanda aux deux parties de présenter leurs déclarations liminaires. Silas Crane se leva le premier. « Votre honneur, il s'agit d'une simple affaire de droit de propriété. Monsieur Wade a légalement acheté ce terrain lors d'une vente aux enchères du comté il y a 6 mois. Il possède l'acte de propriété, dûment enregistré. Mademoiselle Byrne n'a aucune revendication légale sur ce bien. Elle l'occupe illégalement depuis que sa famille a abandonné la concession il y a 5 ans. Monsieur Wade a été généreux, offrant une compensation financière pour que Mademoiselle Byrne déménage pacifiquement. Au lieu de cela, elle a choisi de mener une bataille juridique qu'elle ne peut gagner, gaspillant le temps et les ressources de ce tribunal. Silas se rassit, l'air satisfait. Maître Whitfield, l'avocat de Clara, se leva lentement, s'appuyant sur sa canne. « Votre honneur, il ne s'agit pas d'une simple affaire de droit de propriété. Il s'agit d'une affaire de justice, d'abus de pouvoir et de l'histoire d'une femme qui a survécu 5 ans seule, par la seule force de sa volonté, pour ensuite être menacée, terrorisée et finalement chassée de chez elle par un homme qui pense que son argent le place au-dessus des lois. » Un murmure parcourut la salle. Le visage de Wade resta impassible, mais Jonas vit sa mâchoire se contracter. Maître Whitfield poursuivit. Nous allons démontrer que Mademoiselle Byrne a un droit légitime à la propriété basé sur 5 années de résidence continue et d'amélioration. Nous allons prouver que M. Wade savait qu'elle vivait là et a délibérément ignoré sa présence jusqu'à ce qu'il devienne commode de l'expulser. Et nous allons prouver que, lorsque les voies légales se sont avérées trop lentes, M. Wade a eu recours à l'incendie criminel et à la tentative de meurtre pour parvenir à ses fins. Ce sont des accusations graves, maître, dit le juge Morrison. J'espère que vous avez des preuves pour les étayer. Nous en avons, votre honneur, des preuves substantielles. Le juge hocha la tête. Très bien. Monsieur Crane, présentez vos arguments. L'heure qui suivit fut brutale. Crane appela des témoins qui attestèrent de l'achat légitime de la propriété par Wade, des impôts impayés par la famille de Clara et des procédures légales respectées lors de la vente. Il présenta l'acte de propriété, les registres fiscaux, tout ce qui démontrait la revendication irréfutable de Wade sur la terre. Puis, il appela Clara Byrne à la barre. Jonas l'aida à atteindre le siège du témoin. Elle se hissa de son fauteuil avec des gestes experts et Jonas vit plusieurs personnes dans la salle détourner le regard, mal à l'aise face à son handicap. Mais Clara s'assit bien droit, les mains jointes sur ses genoux, et fixa Crane droit dans les yeux, sans ciller. « Mademoiselle Byrne, commença Crane avec une fausse bienveillance, vous vivez sur la propriété de Monsieur Wade depuis 5 ans, sans permission, sans payer de loyer, sans aucun droit légal. Est-ce exact? Je vis sur une terre que je croyais appartenir à ma famille, répondit Clara d'une voix ferme. Une terre où j'ai survécu après avoir été abandonnée. Une terre où j'ai bâti une vie.
Mais vous saviez que votre famille n'en était plus propriétaire, n'est-ce pas? Vous saviez qu'elle l'avait perdu à cause des impôts. Vous saviez qu'ils avaient passé une sorte d'accord avec M. Wade. Vous ignoriez les détails parce que vous avez été abandonné, n'est-ce pas? Votre famille vous a laissé derrière elle en partant vers l'ouest. La voix de Crane sointait une sympathie que Jonas savait calculer. Cela a dû être difficile. Peut-être cela a-t-il affecté votre jugement, vous a poussé à vous accrocher à quelque chose qui ne vous appartenait plus vraiment. Objection! S'écria maître Whitfield. Mon confrère spécule sur l'état mental de ma cliente. Objection retenue, dit le juge Morrison. Maître Crane, tenez-vous-en au fait. Crane sourit. Bien sûr, mademoiselle Byrne, n'est-il pas vrai que vous êtes incapable d'occuper un emploi significatif en raison de votre condition, que vous avez dépendu de la charité des gens de la ville pour survivre? Le visage de Clara s'empourpra. Je travaille, je coude, je fais des conserves, j'échange mes compétences contre des fournitures. Je ne suis pas un cas de charité. Mais vous ne pouvez pas entretenir la propriété, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas faire les réparations, défricher le terrain, améliorer les structures. Selon la loi sur la concession de propriété, un demandeur doit démontrer qu'il peut activement maintenir et améliorer la terre. Comment pourriez-vous faire cela depuis un fauteuil roulant? Jonas sentit la colère monter en lui. Crane attaquait Clara sur son handicap, laissant entendre que ses limites invalidaient sa revendication sur la vie qu'elle avait bâtie. Mais Clara ne flancha pas. J'entretiens cette propriété depuis 5 ans. J'ai survécu aux blizzards et aux sécheresses. Je me suis maintenu en vie quand tout le monde, y compris ma propre famille, s'attendait à ce que je meure. Si ce n'est pas une amélioration, si ce n'est pas la preuve de ma capacité à maintenir cette terre, alors je ne sais pas ce que c'est. Mademoiselle Byrne, je n'ai pas... La voix de Clara s'éleva, forte et claire, coupant la parole à l'avocat. Vous voulez parler d'amélioration? Je vais vous en parler. J'ai appris à identifier chaque plante comestible dans un rayon d'1,5 kilomètre de cette cabane. J'ai posé des pièges qui m'ont nourri pendant des hivers qui auraient tué des personnes plus robustes. J'ai conservé la nourriture, collecté l'eau, rapiécé les vêtements et fait tout ce qu'une personne doit faire pour survivre. Tout ça sans jambes. Tout ça sans aucune aide pendant des années. Et puis Jonas est arrivé. Ensemble, nous avons réparé le toit, consolidé le porche, construit un abri à bois. Nous avons rendu cet endroit meilleur qu'il ne l'avait été en une décennie. Alors, n'osez pas me dire que je suis incapable d'entretenir une propriété. Un silence de mort s'abattit sur la salle. Même Crane parut un instant décontenancé. Il se reprit vite. Très inspirant, mais le fait demeure que vous n'avez aucun droit légal. Monsieur Wade, si. Maintenant, concernant l'incendie d'il y a 2 nuits, que votre client a ordonné, Clara l'interrompit, pour nous brûler, pour nous tuer si nous ne sortions pas à temps. C'est une accusation grave. Avez-vous la moindre preuve? Oui, intervint maître Whitfield en se levant. Nous en avons. La défense appelle Dutch Keller à la barre. La salle d'audience éclata en murmures, tandis que Dutch était escorté à l'intérieur. Le visage de Wade blêmit, puis vira au rouge de fureur. Il se pencha pour chuchoter avec urgence à Crane, mais l'avocat lui fit signe de se taire, observant Dutch d'un œil calculateur. Dutch monta à la barre et prêta serment. Il jeta un regard à Wade, puis détourna les yeux. « Monsieur Keller, commença maître Whitfield, vous travaillez pour Garrett Wade, c'est exact?
Je travaillais, plus maintenant. Et quelle était votre fonction? Homme de main. Je gérais les situations qui demandaient. Dutch hésita. La persuasion physique. C'est-à-dire que vous menaciez les gens, vous les intimidiez. Oui, monsieur. Quand monsieur Wade voulait que quelqu'un quitte un terrain qu'il avait acheté, paie une dette ou arrête de poser des questions gênantes, je m'en chargeais. Et monsieur Wade vous a-t-il donné des instructions concernant mademoiselle Byrne et monsieur Hale? Dutch hocha la tête. Il m'a dit de leur faire peur, de couper les clôtures, d'empoisonner le puits, de les faire réfléchir à 2 fois avant de rester. Et quand ça n'a pas marché, il m'a dit de brûler la cabane, de faire en sorte que ça ait l'air d'un accident. A-t-il dit quoi que ce soit sur le fait de garantir la sécurité de mademoiselle Byrne et monsieur Hale durant cet incendie? Le visage de Dutch s'assombrit. Il a dit que s'il n'arrivait pas à sortir, ça réglerait le problème définitivement. La salle explosa. Le juge Morrison frappa de son marteau pour rétablir l'ordre. Wade se leva, le visage pourpre de rage. C'est un mensonge, votre honneur. Cet homme a été renvoyé pour vol. Il cherche clairement à se venger en portant de fausses accusations. Asseyez-vous, monsieur Wade, ordonna froidement le juge Morrison. Vous aurez l'occasion de répondre. Continuez, maître Whitfield. L'avocat s'approcha de Dutch. Depuis combien de temps travaillez-vous pour monsieur Wade? 15 ans. Et durant cette période, combien d'autres propriétés a-t-il acquises par des méthodes similaires? Objection, cria Crane. Ce n'est pas le procès de monsieur Wade que nous faisons ici, votre honneur. Au contraire, rétorqua calmement Whitfield. Cela démontre un mode opératoire. Si monsieur Wade a déjà utilisé des moyens illégaux pour acquérir des biens par le passé, cela est pertinent pour déterminer s'il l'a fait dans ce cas précis. Le juge Morrison réfléchit un instant. Je l'autorise, répondez à la question, monsieur Keller. Dutch prit une profonde inspiration. Au moins une douzaine de propriétés, à ma connaissance. Parfois, il utilisait la pression légale, réclamant des dettes à des moments stratégiques, augmentant les loyers jusqu'à ce que les gens ne puissent plus payer. D'autres fois, il utilisait les menaces. Et 2 fois auparavant, il a ordonné que des bâtiments soient incendiés quand les propriétaires refusaient de vendre. Quelqu'un est-il mort dans ces incendies? Non, monsieur, mais c'était plus de la chance que de la préméditation. Maître Whitfield hocha la tête. Merci. Je n'ai pas d'autres questions. Crane se leva pour le contre-interrogatoire, mais il ne put faire grand-chose pour ébranler le témoignage de Dutch. L'homme n'avait plus rien à perdre. Il avait déjà anéanti sa relation avec Wade et cherchait clairement l'absolution pour ses actes. Quand Dutch quitta la barre, le juge Whitfield appela Timothy à témoigner. Le jeune homme attesta qu'il avait apporté des provisions à Clara Hara pendant 3 ans, qu'il la savait seule et qu'il avait tenté de l'aider. Ensuite, la sœur de Sarah, l'institutrice, témoigna avoir vu Timothy faire des allers-retours réguliers vers la montagne et savoir où il se rendait. Marcus Brennan parla de l'effondrement de la mine, du sauvetage de 3 hommes par Jonas lorsque Wade n'avait pas envoyé les ressources adéquates. Les mineurs, quant à eux, témoignèrent de la cruauté de Wade, de son mépris pour la sécurité et de son habitude d'écraser quiconque se mettait en travers de son chemin. Puis, ce fut au tour de Jonas de s'avancer à la barre des témoins. Crane s'approcha de lui avec une hostilité à peine voilée. Monsieur Hale, vous êtes un vagabond, n'est-ce pas? Sans domicile fixe,
sans famille, sans aucune attache. J'étais un vagabond, répondit Jonas, jusqu'à ce que j'arrive à Willow Creek. Et vous avez, par le plus grand des hasards, acheté cette propriété. Une propriété dont vous affirmez ignorer que M. Wade l'avait déjà acquise pour 5 dollars. Est-ce exact? C'est exact. Quelle coïncidence! Certains pourraient dire que vous et Madame Byrne avez monté cette machination ensemble pour escroquer M. Wade. Les gens peuvent dire bien des sottises, répliqua Jonas. Cela n'en fait pas des vérités pour autant. Le visage de Crane vira au rouge. Vous vous attendez à ce que ce tribunal croie que vous avez dépensé vos 5 derniers dollars pour une propriété sans en vérifier minutieusement le titre? J'attends de ce tribunal qu'il croie qu'un homme fatigué de fuir a trouvé un endroit où s'arrêter, qu'il a trouvé une femme pour qui il valait la peine de se battre et qu'il a décidé de le faire lorsque des gens puissants ont tenté de les intimider. C'est ce qui s'est passé. Rien de plus, rien de moins. C'est touchant. Dites-moi, monsieur Hale, qu'avez-vous à y gagner? Si mademoiselle Byrne remporte ce litige, la propriété sera à son nom, pas au vôtre. Vous n'aurez rien. Jonas regarda Clara Hara, assise dans son fauteuil roulant à côté de la table de la défense, et sourit. J'aurai tout ce qui compte. Les témoignages prirent fin alors que le soleil déclinait. Le juge Morrison demanda les plaidoiries finales. L'avocat de Wade fut le premier, arguant que les émotions et la sympathie n'avaient pas leur place au tribunal, que la loi était claire, que le titre de propriété de Wade était légitime, peu importaient les méthodes qu'il avait pu employer pour protéger ses biens. La plaidoirie du juge Whitfield fut simple et puissante. Votre honneur, cette affaire vise à déterminer si la loi existe pour protéger les puissants ou pour servir la justice. Monsieur Wade possède peut-être un titre pour les terres entourant la cabane de Mademoiselle Byrne, mais il n'a aucun droit sur la parcelle de 5 acres où se trouvait sa maison. Une parcelle qui, d'après l'arpentage de 1867, n'a jamais été correctement cédée. Mademoiselle Byrne a occupé cette parcelle pendant 5 années consécutives. Elle l'a améliorée, entretenue et y a survécu. En vertu de la loi territoriale sur la propriété, sa revendication est légitime. Et si M. Wade a eu recours à un incendie criminel et à une tentative de meurtre pour l'expulser, comme les preuves le démontrent clairement, alors il a perdu tout droit moral ou légal sur cette propriété. La loi est faite pour protéger les gens, pas les biens. Et Mademoiselle Byrne est une personne qui mérite d'être protégée. Le juge Morrison balaya du regard la salle d'audience bondée. Cette affaire requiert une mûre réflexion. Je rendrai ma décision demain à 9 heures. La séance est levée. En quittant la salle, Jonas sentit la main de Clara trouver la sienne. Ils avaient fait tout ce qu'ils pouvaient. Le reste dépendait du juge Morrison et de sa conviction que la justice primait sur le pouvoir. La nuit précédant la décision, Jonas ne parvint pas à trouver le sommeil. Allongé sur un matelas à même le sol dans la chambre de Marcus, il écoutait la maison s'apaiser autour de lui, ressassant tout ce qui l'avait mené à cet instant. Clara était dans la chambre voisine, partageant le lit de Martha, et il pouvait entendre ses mouvements agités à travers les minces cloisons. Elle non plus ne dormait pas. Finalement, vers minuit, Jonas se leva et se dirigea vers la cuisine. Il y trouva Clara, déjà là, assise dans son fauteuil roulant près de la fenêtre, contemplant les montagnes baignées par la clarté lunaire.
Tu n'arrives pas à dormir? Demanda-t-il doucement. Trop de pensées? Clara se tourna vers lui. Jonas, et si nous perdons? Si le juge Morrison tranche en faveur de Wade, malgré tout? Jonas s'assit près d'elle. Alors nous recommencerons. Ensemble, c'est tout ce qui compte. Mais tu perdrais tout. Je perdrais un lopin de terre et une cabane incendiée. Je ne te perdrai pas, toi. Jonas prit sa main. Clara, j'ai déjà perdu tout ce qui comptait pour moi, une fois. Ma femme, ma fille, ma maison. J'ai passé 30 ans à fuir cette perte, en pensant que si je ne m'attachais plus jamais à rien, je n'aurais plus jamais à ressentir cette douleur. Mais j'ai appris quelque chose ces dernières semaines. La douleur de la perte est terrible, oui, mais le vide de ne plus jamais se soucier de rien est pire. C'est toi qui me l'as appris. Tu m'as appris qu'il vaut mieux aimer et risquer de perdre, que de passer sa vie à l'abri, mais seul. Les yeux de Clara s'emplirent de larmes. J'ai peur d'espérer trop fort, de croire que ça peut marcher. Je sais, mais l'espoir est la seule chose qui nous a maintenus en vie jusqu'ici. N'abandonne pas maintenant. Ils restèrent assis ensemble dans l'obscurité, regardant la lune traverser le ciel jusqu'à ce que les premières lueurs de l'aube commencent à poindre à l'horizon. Puis, ils se préparèrent pour le jour qui scellerait leur avenir. La salle de l'église était encore plus bondée que la veille. On aurait dit que tout Willow Creek et la moitié du comté s'étaient déplacés pour entendre le verdict. Jonas aida Clara à s'installer au premier rang et s'assit à ses côtés, leurs mains jointes sur l'accoudoir du fauteuil. De l'autre côté de l'allée, Garrett Wade était assis avec ses avocats, le visage soigneusement impassible. Mais Jonas pouvait voir la tension dans ses épaules, les jointures de ses doigts blanchis sur les bras de sa chaise. Il n'était pas aussi confiant qu'il voulait le faire croire. À 9h25 précises, le juge Morrison entra. Tout le monde se leva. Même Clara s'efforça de se hisser sur ses pieds, s'appuyant sur les bras de son fauteuil, refusant d'être la seule assise à l'entrée du juge. « Veuillez vous asseoir, » dit le juge Morrison. Il arrangea méticuleusement ses papiers avant de lever les yeux sur la salle comble. Ce fut l'une des affaires les plus complexes et les plus chargées d'émotions que j'ai eu à présider en 30 ans de carrière. La loi est rarement simple, mais elle doit toujours servir la justice. C'est avec ce principe en tête que je suis prêt à rendre ma décision. Le silence était si total que Jonas pouvait entendre les battements de son propre cœur. Premièrement, concernant la propriété, les avocats de M. Wade ont présenté un titre légitime pour un terrain acheté lors d'une vente aux enchères fiscales. Cependant, la défense a démontré de manière convaincante qu'il existe une divergence entre les limites décrites dans l'acte de M. Wade et celles indiquées dans l'arpentage original de 1867. La parcelle de 5 acres où se trouvait la cabane de Mademoiselle Byrne semble être le fruit d'une erreur d'arpentage. Une parcelle qui n'a jamais été correctement cédée à quiconque et qui est donc restée une terre territoriale non revendiquée. Jonas sentit la main de Clara serrer la sienne. Selon la loi territoriale sur la propriété rurale, poursuivit le juge Morrison, toute personne qui occupe et améliore un terrain non revendiqué pendant 5 années consécutives peut déposer une revendication sur ce terrain. Madame Byrne a fourni d'amples preuves de sa résidence continue sur cette propriété. Elle y a survécu, l'a entretenue et améliorée au mieux de ses capacités. Le témoignage de plusieurs témoins le confirme. Par conséquent, je décrète que Madame Byrne a une revendication de propriété valide sur la parcelle de 5 acres en question. Une clameur s'éleva de la foule.
Wade bondit sur ses pieds. Votre honneur, c'est un scandale. Cette femme est une squatteuse, et ce tribunal est... Asseyez-vous, monsieur Wade, tonna le juge Morrison. Je n'ai pas terminé. Wade se rassit, le visage marbré de colère. Maintenant, en ce qui concerne les accusations d'incendie criminel, le témoignage de monsieur Dodge Keller a été convaincant et corroboré par celui des mineurs qui ont vu madame Byrne et monsieur Hale fuir la cabane en flammes. Sur la base de ces preuves, je transmets ce dossier au procureur territorial pour une enquête criminelle. Si les preuves soutiennent les accusations d'incendie criminel et de tentative de meurtre, M. Wade sera traduit en justice. La salle explosa. Le juge Morrison frappa son marteau à plusieurs reprises. Silence, ou je fais évacuer cette salle. Une fois le calme revenu, le juge continua. Il reste un dernier point. Monsieur Wade, vous avez bâti un empire à Willow Creek en combinant des activités légitimes et, d'après les témoignages que nous avons entendus, l'intimidation et la violence. Vous avez agi en supposant que votre richesse et votre influence vous plaçaient au-dessus de la loi. Ce tribunal est ici pour vous dire que cette supposition est erronée. Le visage de Wade devint blême. J'ordonne un audit complet de toutes les acquisitions de propriétés que vous avez effectuées au cours des 10 dernières années. Toute propriété acquise par des moyens frauduleux, par l'intimidation ou la violence, sera sujette à la saisie et restituée à ses propriétaires légitimes. Vous verserez également à Madame Byrne une indemnité de 5 000 $ pour la destruction de sa cabane et de ses biens à utiliser pour la reconstruction, et vous rembourserez 5 $ à Monsieur Hale. Un murmure amusé parcourut la salle à l'évocation du remboursement de cet achat frauduleux. Wade semblait sur le point d'exploser. Finalement, le juge Morrison conclut. Je prononce une ordonnance restrictive. Monsieur Wade, il vous est interdit, ainsi qu'à tout employé ou associé agissant en votre nom, de vous approcher à moins d'1 kilomètre de la propriété de Madame Byrne. Toute violation entraînera une arrestation immédiate et des poursuites. Avez-vous compris? L'avocat de Wade dut le pousser du coude avant qu'il ne réponde, les dents serrées. Oui, votre honneur. Alors, la séance est levée. Le juge Morrison abattit son marteau une dernière fois. La salle d'audience éclata en célébration. Marcus et les autres mineurs applaudissaient. Timothy pleurait et riait en même temps. Martha étreignait quiconque se trouvait à sa portée. Et Clara, elle, restait parfaitement immobile, comme si elle n'arrivait pas à croire ce qu'elle venait d'entendre. Jonas s'agenouilla devant son fauteuil. On a gagné. Le visage de Clara se crispa, et elle l'attira dans une étreinte intense, sanglotant sur son épaule. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, mais de soulagement, de joie et d'épuisement. On a réussi, murmura-t-elle, on a vraiment réussi. Tu as réussi, la corrigea Jonas, tu as survécu, tu t'es battu, tu as refusé d'abandonner. Le juge Whitfield s'approcha d'eux, son visage ridé, illuminé d'un sourire. Félicitations, Madame Byrne. Cette propriété est maintenant légalement vôtre. Personne ne pourra vous l'enlever. Merci, parvint à dire Clara. Merci infiniment. Ne me remerciez pas. Remerciez votre courage et votre obstination. Le juge fit un clin d'œil à Jonas. Et remerciez cet homme d'être apparu au moment où vous en aviez le plus besoin. En sortant de l'église, Jonas remarqua Garrett Wade, debout à côté de sa voiture,
qui les observait avec des yeux emplis d'une fureur froide. Dutch Keller avait ruiné sa réputation et l'avait exposé à des poursuites pénales. La ville qui le craignait autrefois le voyait maintenant comme un criminel. Wade croisa le regard de Jonas et se pencha vers lui alors qu'il passait. « Ce n'est pas terminé, murmura-t-il. J'ai des avocats, de l'influence, de l'argent. Vous avez peut-être gagné aujourd'hui, mais je trouverai un moyen de… » La voix de Clara coupa court à ses menaces. « Vous avez essayé de nous brûler vifs, de nous tuer, de me faire disparaître parce que je vous dérangeais, mais je suis toujours là, et je serai encore là bien après que vous ayez été oublié. Voilà à quoi ressemble la survie. Souvenez-vous-en. » Elle lui tourna le dos, laissant Wade, pour la première fois, sans voix. Dehors, sous le soleil de l'après-midi, la fête battait son plein. Quelqu'un avait apporté du whisky et les mineurs se passaient la bouteille. Sarah avait fermé son magasin pour venir féliciter Clara. Même le shérif, qui avait brillé par son absence pendant l'audience, se montra pour serrer la main de Jonas en marmonnant que justice avait été rendue. Timothy prit Jonas à part. « Monsieur Hale, mon père voulait que je vous dise quelque chose. Il vous offre un poste à la mine, un poste de superviseur. Il dit qu'on a besoin d'hommes qui se soucient plus de la sécurité que des profits. » Jonas regarda Clara, entourée de sympathisants, son visage rayonnant de bonheur et de soulagement. « Dites à votre père que je le remercie pour son offre, mais j'ai une cabane à reconstruire. » « Eh bien, » répondit Timothy avec un sourire, « je m'en doutais. Je me suis déjà porté volontaire pour aider à la reconstruction, plusieurs autres mineurs aussi. »« Merci, fiston, ça représente plus que tu ne l'imagines. » Quand la fête se calma, Marcus ramena Clara et Jonas dans sa charrette. Mais en chemin, Clara lui demanda de s'arrêter d'abord à la propriété. « Je veux voir, dit-elle. J'ai besoin de voir ce qu'il en reste. » Ils empruntèrent le sentier familier, passèrent le ruisseau où Jonas avait abreuvé Sadie pour la première fois, longèrent les fleurs sauvages qui éclosaient à son arrivée des semaines plus tôt. La clairière où se dressait la cabane n'était plus qu'une cicatrice noircie, avec la cheminée de pierre s'élevant des cendres, tel un monument à ce qui avait été. Jonas aida Clara à descendre de la charrette et à s'installer dans son fauteuil. Puis, il la poussa aussi près des ruines que la sécurité le permettait. Ils restèrent assis là, en silence, à contempler la dévastation. « Je sais que la situation semble désespérée, » dit finalement Jonas. « Mais la cheminée est toujours debout. Les fondations sont intactes. Nous pouvons reconstruire. »« Je sais, » répondit Clara, tendant la main en arrière pour saisir la sienne. « Et cette fois, nous construirons ensemble. Quelque chose de plus fort, quelque chose que rien ne pourra détruire, ni le feu, ni les menaces, ni personne. » Elle prit la boîte à musique marquée par les flammes, celle que Timothy avait sauvée des ruines. Elle la remonta et malgré les dégâts, malgré tout ce qu'elle avait traversé, elle se mit à jouer. La mélodie était distordue, fausse, mais elle jouait. Ma mère disait toujours que les belles choses peuvent survivre, même lorsque tout brûle autour d'elles, dit doucement Clara. Je n'avais jamais vraiment compris ce qu'elle voulait dire jusqu'à maintenant. Elle ne parlait pas seulement des objets, elle parlait des gens, de l'amour, de l'espoir. Jonas s'agenouilla près de son fauteuil roulant, plongeant son regard dans le sien. « Clara, je suis venu sur cette montagne avec rien d'autre que 5 dollars et l'intention de disparaître. Au lieu de ça, je t'ai trouvé et tu m'as sauvé. Pas d'un quelconque drame, mais de cette mort lente qui consiste à ne plus se soucier de vivre ou de mourir.
Tu m'as réappris à m'attacher, à me battre, à espérer. Il fouilla dans sa poche et en sortit un petit objet, une bague qu'il avait façonnée avec du fil de fer et un éclat de pierre polie trouvé près du ruisseau. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était tout ce qu'il possédait. Je sais que ce n'est rien d'extraordinaire. Je sais que nous repartons de zéro, que nous allons vivre dans la chambre d'amis de Marcus pendant que nous reconstruisons notre vie. Mais je sais aussi que je veux passer le reste de mes jours avec toi. Alors, je te le demande, veux-tu m'épouser? Clara regarda la simple bague, puis Jonas, et son visage s'illumina de joie. Oui, oui, bien sûr que oui. Jonas lui passa l'anneau au doigt, et ils s'embrassèrent là, au milieu des cendres de l'ancienne cabane, se faisant les promesses d'un avenir qu'ils bâtiraient ensemble. Tandis que le soleil se couchait derrière les montagnes, peignant le ciel de teintes dorées et pourpres, Jonas songea à l'étrangeté de la vie. Il était venu ici pour mourir, et à la place, il avait trouvé une raison de vivre. Il avait perdu une cabane à 5 dollars, et en échange, il avait gagné tout ce qui comptait. Le combat était terminé, la victoire avait été remportée. Et maintenant, le véritable travail commençait, celui de construire une vie, un foyer, un futur avec la femme qu'il aimait. Ce ne serait pas facile. Des jours difficiles les attendaient, de longues heures de labeur, des revers et des luttes, mais ils affronteraient tout cela ensemble, et cela rendait chaque défi surmontable. Jonas Hale avait enfin cessé de fuir, et en s'arrêtant, il avait trouvé ce qu'il avait toujours cherché. Un endroit où il avait sa place, une personne à aimer et une raison de croire que demain pouvait être meilleur qu'hier. La cabane maudite avait disparu, mais la malédiction avait été brisée, et à sa place, quelque chose de nouveau et de beau était sur le point de naître. 3 mois s'étaient écoulés depuis le procès, et l'automne avait paré les montagnes de teintes d'or et de pourpre. Jonas se tenait sur ce qui serait le nouveau porche, un marteau à la main, regardant le soleil se lever sur les sommets. La cabane n'était pas encore terminée, mais elle y était presque. Celle-ci était plus grande que l'ancienne, avec de l'espace pour une vraie chambre, une pièce principale plus vaste et un atelier où Clara pourrait coudre sans occuper tout le salon. Les mineurs avaient aidé à monter la charpente, travaillant les week-ends et le soir. Timothy et son père avaient bâti les fondations en pierre. Sarah avait fait don du tissu pour les rideaux. Le juge Whitfield avait offert un fauteuil à bascule ayant appartenu à sa défunte épouse. On aurait dit que toute la ville voulait participer à la reconstruction de ce que Wade avait tenté d'anéantir. Jonas entendit le roulement des roues sur le bois de la nouvelle rampe qu'il avait construite pour que Clara puisse se déplacer facilement. Elle apparut sur le seuil, un châle sur les épaules pour se protéger du froid matinal, portant 2 tasses de café. « Je me suis levée tôt, dit-elle en lui tendant une tasse. Je n'arrivais pas à dormir. Je suis trop impatiente. Jonas désigna la cabane d'un geste de la tête. Encore une semaine, peut-être 2, et nous pourrons nous installer. C'est magnifique, dit Clara. Elle ne parlait pas seulement de la cabane. Son regard embrassait toute la scène, les montagnes, la forêt, la clairière qu'ils avaient tant œuvré à préserver. Merci pour tout ça. Nous l'avons construit ensemble, lui rappela Jonas. Il posa son marteau et s'assit à côté d'elle sur le bord du porche, ses jambes se balançant dans le vide. Enfin, ses jambes à lui. Celles de Clara restaient immobiles,
Mais Jonas avait appris que sa force n'avait rien à voir avec le fonctionnement de ses membres. Ils s'étaient mariés un mois plus tôt, lors d'une cérémonie simple à l'église, en présence de la moitié de Willow Creek. Clara portait une robe confectionnée par Martha et Jonas sa plus belle chemise, la seule qui ne soit pas rapiécée. Le juge Morrison avait officié, visiblement heureux, de présider un événement joyeux après le procès houleux. Garrett Wade n'était pas présent. Il était trop occupé à gérer l'enquête du procureur et l'audit de ses propriétés. 3 de ses acquisitions avaient déjà été annulées, restituées aux familles qu'il avait flouées. Son empire s'effondrait, et avec lui, son emprise sur Willow Creek. Dutch Keller avait témoigné contre Wade en échange d'une réduction de peine. Il avait purgé 6 mois pour son rôle dans l'incendie criminel, le juge s'étant montré indulgent. Jonas lui avait même offert un travail sur le chantier, une chance de se racheter. Dutch avait accepté avec gratitude, travaillant plus dur que quiconque pour prouver qu'il pouvait être autre chose qu'un simple homme de main. Je réfléchissais, dit Clara en sirotant son café, à ce que nous pourrions faire de tout cet espace. La nouvelle cabane est plus grande que ce dont nous avons besoin. Il y a d'autres femmes comme moi, des femmes abandonnées, oubliées, à qui l'on a dit qu'elles ne valaient rien, des femmes handicapées, sans famille pour s'occuper d'elles. Et si... Clara marqua une pause, rassemblant ses pensées. Et si nous utilisions cet espace pour les aider, pas de façon permanente, juste le temps qu'elles puissent se remettre sur pied, leur apprendre ce que j'ai appris pour survivre, leur montrer qu'elles sont plus fortes que ce que le monde prétend. Jonas regarda son épouse. Cette femme remarquable, qui avait survécu à l'abandon et au mauvais traitement, et qui avait encore assez de compassion pour vouloir aider les autres. Je trouve que c'est une idée magnifique. Il faudra ajouter 1 ou 2 chambres, mais c'est faisable. Tu ne penses pas que je suis folle de vouloir en prendre plus que nous ne pouvons gérer? Je pense que tu es exactement toi-même, quelqu'un qui a survécu pour pouvoir aider les autres à survivre. Ce n'est pas de la folie, c'est de l'héroïsme. Clara posa sa tête sur son épaule. On forme une bonne équipe, n'est-ce pas? La meilleure, approuva Jonas. Ils restèrent assis dans un silence confortable, regardant la forêt s'éveiller autour d'eux. Un cerf se déplaçait avec grâce entre les arbres. Un faucon planait dans le ciel, profitant des courants matinaux. Le ruisseau murmurait au loin, un son constant et apaisant. C'était ça, la paix, songea Jonas, la vraie paix. Non pas l'absence de lutte, mais la présence d'un but. Non pas fuir le passé, mais construire l'avenir. Jonas? La voix de Clara le tira de sa rêverie. As-tu déjà eu des regrets d'avoir dépensé tes 5 derniers dollars pour cette cabane, pour tout ce qui a suivi? Jonas réfléchit sérieusement à la question. Il pensa aux menaces, à l'incendie, à la bataille judiciaire et aux mois d'incertitude. Il pensa à sa cheville blessée et au dur labeur de la reconstruction. Il pensa à assumer des responsabilités après des années à vivre sans but. Pas une seule seconde, dit-il enfin. Ces 5 dollars m'ont acheté la plus belle chose que j'aurais pu espérer. Une seconde chance, une chance de compter à nouveau, une chance d'aimer et d'être aimé, une chance de construire quelque chose de durable. Il se tourna vers Clara. Et toi, regrettes-tu que je sois resté, que j'ai compliqué ta vie? Clara sourit, ce sourire chaleureux et sincère qui faisait encore battre le cœur de Jonas. Tu n'as pas compliqué ma vie,
Tu m'en as donné une. Un mouvement sur le sentier attira leur attention. C'était Timothy, sur le cheval que Marcus lui avait offert pour son 14e anniversaire. Le garçon avait grandi pendant l'été. Sa voix était devenue plus grave, ses épaules plus larges. Il passait plus de temps avec son père maintenant, travaillant ensemble à la mine, mais il montait encore plusieurs fois par semaine pour voir comment allaient Jonas et Clara. Bonjour, lança Timothy en descendant de sa monture. J'ai apporté des provisions de chez Sarah et quelques nouvelles. Bonnes ou mauvaises? Demanda Jonas. Ça dépend du point de vue. Wade quitte Willow Creek. Il vend ce qui lui reste et part vers l'est. Certains disent qu'il retourne à Boston, d'où vient sa famille. D'autres, qu'il fuit avant que d'autres de ses crimes ne soient révélés. Clara accueillit la nouvelle en silence. Je devrais m'en réjouir, mais surtout, j'ai pitié de lui. Tout ce pouvoir, tout cet argent, et au final, il n'a rien qui compte. Personne qui l'aime, aucun héritage, si ce n'est le mal qu'il a fait. C'est toute la différence entre toi et lui, dit Jonas. Tu as appris que les gens sont plus importants que les biens. Lui ne l'a jamais compris. Timothy déchargea les provisions, farine, sucre, sel, et un paquet de la part de Sarah adressé à Clara. À l'intérieur, il y avait un rouleau d'un magnifique tissu et un mot. Pour les nouveaux rideaux, considérez cela comme un cadeau de pendaison de crémaillère. Avec toute mon amitié, Sarah. Après le départ de Timothy, Jonas et Clara passèrent la journée à travailler à la cabane. Le soir, Marcus et Martha arrivèrent avec une charrette remplie de meubles qu'ils avaient gardés pour eux. Une table et des chaises données par des familles du village, une commode de la collecte de l'église, des couvertures et de la vaisselle. Les gens voulaient t'aider, expliqua Martha en déchargeant. Vous êtes devenu une sorte de symbole pour cette ville. La preuve que tenir tête aux tyrans peut fonctionner, que les petits peuvent gagner parfois. Nous n'avons pas fait ça seuls, dit Clara. Tout le monde a aidé. C'est ça qui a fait la différence. C'est ce que je veux dire, dit Marcus en posant un coffre en bois. Vous avez appris à cette ville à se serrer les coudes, à ne plus avoir peur. Ça vaut plus que n'importe quelle cabane. À la tombée de la nuit, Jonas alluma un feu dans la nouvelle cheminée en pierre. Clara s'installa près de l'âtre, occupée à broder, tandis que Jonas sculptait une plaque de bois qu'il comptait accrocher au-dessus de la porte. « Qu'est-ce que tu écris » demanda Clara. Jonas souleva la plaque. Maison Halburn, fondée en 1875. Halburn, répéta Clara, testant la sonorité de leur nom combiné. J'aime bien, ça sonne solide, comme une équipe. Nous sommes une équipe, la meilleure dont j'ai jamais fait partie. Clara posa sa couture et s'approcha de lui. Lis-moi un passage du journal de ton père. Jonas en avait déjà parlé. Un petit carnet relié en cuir que son père tenait, rempli d'observations sur la vie et le monde. Il le portait sur lui depuis 30 ans, l'ouvrant rarement tant le souvenir était douloureux. Mais dernièrement, il avait recommencé à le lire. La douleur était toujours là, mais elle était différente, adoucie par le temps et une joie nouvelle, transformée d'une blessure vive en un souvenir doux amer. Il sortit le journal de son sac et l'ouvrit à une page marquée. Ça date du printemps, juste avant sa mort. Il a écrit « J'ai vu le premier veau naître aujourd'hui. Un petit robuste qui s'est mis sur ses pattes en quelques minutes. Ça m'a fait penser à la résilience. Comment certaines créatures naissent combattantes.
Elles prennent ce que la vie leur donne et vont de l'avant. J'espère que mon Jonas a ça en lui. J'espère qu'il saura que la force, ce n'est pas de ne jamais tomber, c'est de se relever à chaque fois. La voix de Jonas se brisa légèrement. Je pense qu'il serait fier de nous, de ce que nous avons bâti ici. J'en suis sûre, dit doucement Clara. Ils restèrent assis près du feu, alors que l'obscurité s'installait, la boîte à musique jouant sa mélodie distordue à côté d'eux. Jonas avait proposé de la réparer, mais Clara lui avait demandé de ne pas le faire. Elle aimait son imperfection, disait-elle. Elle lui rappelait que les choses brisées pouvaient encore produire une belle musique. Le feu crépitait, projetant des ombres dansantes sur les murs de bois neuf. Dehors, la montagne s'enfonçait dans la nuit d'automne, fraîche mais pas encore glaciale, en attendant la neige qui ne tarderait pas. Jonas pensa au voyage qui l'avait mené jusqu'ici, aux années d'errance, à la douleur qu'il portait, à la lente agonie de son indifférence. Et puis, ce matin-là à Willow Creek, devant le bureau du cadastre, avec ses 5 derniers dollars, achetant une cabane que tout le monde disait maudite. Elle l'était, maudite par la solitude, la perte et l'abandon. Mais ensemble, ils avaient brisé cette malédiction, la remplaçant par quelque chose de meilleur, l'amour, la communauté, un but. À quoi tu penses? Demanda Clara. À l'étrangeté de la vie. Comment parfois les pires décisions mènent aux meilleurs résultats. Comment parfois on trouve ce dont on a besoin au moment où on cesse de le chercher. C'est ce qui s'est passé. Tu as arrêté de chercher et tu m'as trouvé. J'ai cessé de fuir et je t'ai trouvé. Il y a une nuance. Clara roula jusqu'à la fenêtre, contemplant les montagnes qui se découpaient sur le ciel étoilé. Tu crois que nous serons heureux ici sur le long terme? Je veux dire, une fois que l'attrait de la nouveauté se sera dissipé et qu'il ne restera plus que nous et la simple routine de la vie? Jonas la rejoignit à la fenêtre, l'enlaçant par derrière. Je ne crois pas que le bonheur soit une destination. C'est plutôt une pratique. C'est se choisir l'un l'autre chaque jour, affronter les problèmes ensemble, bâtir quelque chose qui nous dépasse. Il y aura des jours difficiles, certainement, mais nous les affronterons ensemble, et c'est ça qui change tout. Ensemble, répéta Clara, savourant la douceur de ce mot. J'ai passé si longtemps seul que parfois j'ai encore du mal à croire que ce temps est révolu. Tu n'es pas seul, tu ne le seras plus jamais, c'est la promesse que je te fais. Ils restèrent un long moment à la fenêtre, contemplant la ronde des étoiles au-dessus d'eux, écoutant les murmures nocturnes de la forêt. Une chouette ulula quelque part parmi les arbres. Le ruisseau chantait son éternelle mélodie. Le vent glissait à travers les pins, semblable à un murmure de secret. C'était leur foyer à présent. Pas seulement la cabane qu'ils construisaient, mais cette terre pour laquelle ils s'étaient battus, la communauté qui les avait soutenus, la vie qu'ils créaient ensemble. Jonas sortit la montre agoussée de son père, celle qu'il avait donnée à Clara durant la bataille contre Wade, et qu'elle lui avait rendue comme cadeau de mariage. Il la remonta avec soin, la réglant à l'heure exacte. Pendant 30 ans, il l'avait laissée arrêter à l'instant de la mort de son père, figé dans le deuil, incapable d'avancer. Mais à présent, son tic-tac régulier égrenait les secondes, les minutes et les heures, tout ce temps qui s'offrait à eux pour bâtir, grandir et aimer. Il se fait tard, dit enfin Clara. Nous devrions dormir. Demain est un grand jour,
Il faut finir le toit. Jonas l'aida à s'installer pour la nuit, puis se glissa dans son propre sac de couchage près de l'âtre. La cabane n'était pas encore tout à fait habitable, mais bientôt, une semaine encore, peut-être moins. Alors qu'il glissait vers le sommeil, il entendit la voix douce de Clara murmurer de l'autre côté de la pièce. « Jonas, merci d'être resté, de t'être battu, de m'avoir aimé quand j'avais oublié comment m'aimer moi-même. »« Merci à toi de m'avoir appris à ne plus fuir, » répondit Jonas, « de m'avoir montré que survivre n'est pas la même chose que vivre, et qu'il n'est jamais trop tard pour choisir la vie. » Aucun autre mot n'était nécessaire. L'essentiel avait été dit, et le reste pouvait attendre le matin. Jonas ferma les yeux, à l'écoute du crépitement du feu, la respiration régulière de Clara, le calme des montagnes qui les entouraient. Il songea à cette cabane à 5 $, à Clara, abandonnée dans son fauteuil roulant, au choix qu'il avait fait de rester plutôt que de partir. Les 5 meilleurs dollars qu'il ait jamais dépensés, le meilleur choix qu'il ait jamais fait. Et lorsque le sommeil l'emporta enfin, Jonas Hale sourit. Il savait qu'au matin, il se réveillerait aux côtés de la femme qu'il aimait, dans la maison qu'ils avaient bâtie ensemble, avec un avenir qui s'étendait devant eux, telle une histoire attendant d'être écrite. La montagne serait toujours là, immuable et éternelle, témoin silencieux des luttes et des triomphes humains. Et dans cette petite clairière, cernée par la forêt et le ciel, 2 êtres que le monde avait oubliés s'étaient retrouvés pour construire quelque chose qui comptait vraiment. Pas seulement une cabane, mais une vie. Pas seulement la survie, mais l'espoir. Pas seulement l'amour, mais le courage de se battre pour lui. Cela valait plus que tout l'argent que Garrett Wade avait jamais possédé. Cela valait tout. Le feu se consumait doucement dans l'âtre, et les étoiles poursuivaient leur ronde dans le ciel. Et dans la nouvelle cabane, au bord de Willow Creek, 2 âmes qui s'étaient perdues avaient enfin retrouvé le chemin de leur foyer.